Imaginez juste un instant, essayez de composer une symphonie entière sans connaître une seule note de solfège. Ah, c'est-à-dire pas la moindre petite partition sous les yeux. Voilà, rien. Pas de partition soigneusement imprimée, pas d'accord écrit sur du papier millimétré. À la place, l'esprit utiliserait genre un couteau de peintre pour étaler des textures et des couleurs primaires sur une toile invisible. Ce qui est une approche super radicale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est exactement le point de départ de l'œuvre qu'on va analyser aujourd'hui dans notre exploration. Et ceux qui nous écoutent doivent bien se douter que le résultat n'a absolument rien d'une petite esquisse silencieuse. Le sujet de notre plongée d'aujourd'hui, c'est Primaï. Le 22e album, c'est bien ça? Exactement, le 22e album du projet musical Attaque, qui est dirigé par le créateur Vincent Squercet. Et cet album monumental sort officiellement aujourd'hui, le 7 avril 2026. Ce qui rend le timing parfait. Grave. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique de cette œuvre, qui en fait traduit un vrai périple humain. Un voyage qui part des banlieues françaises pour aller jusqu'au chaos urbain de la Chine. C'est ça. Et tout ça est transformé en une matière pure. Pour reconstruire un processus aussi complexe, on s'appuie sur une base documentaire qui est assez vertigineuse, je dois dire. Ah bah, on n'a pas manqué de matière. Non, c'est clair. On a étudié les propres vidéos de déconstruction musicale que l'artiste publie sur YouTube, on a décortiqué les longues notes de production sur Bandcamp. Qui sont hyper détaillées d'ailleurs. Vraiment. On a aussi analysé les critiques musicales récentes et on a plongé dans les descriptions visuelles des pochettes de l'album. Parce que le visuel est crucial ici. Absolument. Et la première chose qui saute aux yeux quand on lit tout ça, c'est que l'incapacité de l'artiste à lire la musique traditionnelle n'est pas du tout un handicap. Au contraire, c'est la base de tout. C'est littéralement le moteur du projet. Et ça s'explique par un phénomène neurologique bien précis. Ouais, toute l'architecture de cet album repose entièrement sur la synesthésie. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne dans ce cas précis? Bien sûr. En fait, l'audio et le visuel ne sont pas séparés. Ils sont fusionnés sur le même circuit neurologique. Quand une oreille classique capte, disons, un accord de basse, elle entend juste une fréquence. Une note, quoi. Voilà. Mais l'esprit derrière ATHAC, lui, perçoit ce même accord comme un flash de lumière ou une forme géométrique. Une vraie texture matérielle. Exactement. Les fréquences deviennent littéralement des pigments. C'est un peu comme si l'alphabet du cerveau avait été recablé. C'est une excellente façon de le dire. Et d'ailleurs, l'artiste explique sa méthode en utilisant un vrai vocabulaire d'atelier d'art. Dans nos sources, il décrit que pour manipuler des sons qu'il perçoive comme rouges, il utilise mentalement un couteau à peindre. Et inversement pour les autres couleurs. Ouais, pour les sons bleus, il visualise l'utilisation d'un long pinceau en crin de cheval. Ce qui change tout dans l'approche de la composition. Mais du coup, comment cette abstraction se traduit concrètement sur le plan sonore? Parce que c'est bien beau dans la tête, mais à l'oreille, ça donne quoi? Eh bien, la traduction auditive est vraiment frappante. L'image du couteau de peintre, en fait, ça correspond à des sons très tranchants. Appliqué par à coup? C'est ça, des attaques de guitare très staccato, des frappes de caisse claire hyper sèches ou des dissonances qui viennent presque gratter la toile sonore. Ah ouais, je vois le genre. Et pour le bleu? Le pinceau en crin de cheval pour le bleu va générer des sons beaucoup plus étirés, des nappes de synthétiseurs qui s'étalent super longuement, des réverbérations hyper profondes. Truc qui résonne, quoi. Ouais, comme des accords de piano qui se chevauchent. Et d'ailleurs, pour revenir à la structure, l'album entier est divisé en 3 triptyques. Structuré autour des couleurs primaires, donc. Exactement, le bleu, le jaune et le rouge, pour un total de 9 pistes. C'est fascinant. Mais tu sais, il y a un truc qui me turlupine. Cette liberté absolue, ça soulève un problème technique fondamental, non? Lequel? Bah, c'est comme un chef cuisinier qui inventerait des recettes uniquement en écoutant de la poésie. Si la composition dépend des couleurs mentales qui se mélangent, comment il empêche la musique de devenir une simple bouillie sonore? C'est le grand risque de ce genre de méthode. Le risque de se retrouver avec un mur de bruit incompréhensible sans blivance, sans structure classique. Alors, la clarté, elle émerge de la gestion du temps. En fait, la structure des morceaux n'est jamais imposée à l'avance, elle découle de façon super organique de la mélodie de départ. Donc il se laisse porter. Voilà. L'artiste fait une comparaison que je trouve fascinante dans ses vidéos. Il explique que les signatures temporelles en musique devraient fonctionner exactement comme le langage quotidien. C'est-à-dire? Eh bien, quand les gens parlent, l'élocution ne suit presque jamais un format mathématique rigide. On ne parle presque jamais en 44 ou en 64 constant. Ah, c'est clair. Le discours accélère, ralentit, on trébuche sur une syllabe, on fait de longues pauses sans prévenir. Exactement. Personne ne respire ou ne discute avec un métronome coincé dans la gorge. Et c'est pour ça que la rythmique d'Attaque cherche à imiter cette cadence naturelle, presque erratique de la pensée humaine.
La pulsation s'adapte à l'émotion de la couleur qui est peinte sur l'instant. Et pourtant, et là c'est un point super important de notre documentation, il y a une friction énorme entre cette philosophie d'improvisation hyper libre et l'outil de production qu'il utilise pour Primario. Oui, la méthode d'enregistrement. Ouais, pour capter ces visions synesthésiques sur bande, tout démarre par une mélodie spontanée, genre trouvée sur un clavier, une basse ou une batterie. Il lance l'enregistrement tout de suite. Tout de suite, l'improvisation dure des dizaines de minutes en continu. Il explore vraiment la limite physique de l'instrument sur le moment. Mais, et c'est là que je trouve ça dingue, le cadre technique imposé à cette improvisation est d'une rigidité troublante. Il utilise une piste de clic permanente. Déjà, oui, une piste de clic pour dicter un pool de base, mais surtout, une limite technique inviolable fixée à 16 pistes audio au total, pas une de plus. Ce qui est très peu pour ce genre de projet. Surtout quand on se dit qu'imposer une limite mathématique pareille, avec 16 pistes et un clic, ça semble complètement contradictoire avec l'idée d'une transe psychédélique et synesthésique. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, la contrainte, c'est le seul moyen de forcer la clarté. L'artiste joue de tous les instruments lui-même. Absolument tous. S'il s'autorisait genre 100 pistes audio pour empiler toutes les fréquences qu'il voit dans sa tête, le cerveau humain ne percevrait plus aucune nuance. Ça deviendrait la fameuse bouillie sonore. Exactement. Limiter l'espace à 16 pistes oblige à faire des choix, à garder que l'essentiel. C'est ce vide organisé qui donne à l'album une texture que les critiques ont décrite comme très hantée et organique. Un espace où chaque instrument doit justifier sa survie sur la bande, quoi. Absolument. Et cette approche de la raréfaction s'inscrit dans un héritage musical très très précis. Le mouvement Rockin' Opposition. Voilà, le RIO et plus spécifiquement la tradition Zeul. Ah, le Zeul. C'est un terme qui apparaît souvent dans la documentation de son précédent album, Renaissance, et qui revient en force ici. C'est vraiment la clé de voûte de son son. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour définir cette sonorité, il faut imaginer une esthétique musicale presque martiale. Le Zeul, ça a été initié par le groupe français Magma dans les années 70. Christian Vander, tout ça. Exact. Ça s'articule autour de sections rythmiques très hypnotiques, d'une basse extrêmement lourde, mise bien en avant, de chœurs répétitifs proches de l'incantation et souvent d'un langage inventé de toutes pièces. C'est une musique qui cherche vraiment la transe collective. Mais une transe dirigée. Exactement. Le cadre des 16 pistes empêche cette transe de s'effondrer sous son propre poids. Et c'est avec cette architecture technique très minimale que l'auditeur est projeté dans la première couleur du triptyque de Primari. Le bleu, le fameux point de départ géographique et mental. On plonge directement dedans. Visuellement, la direction artistique de l'album frappe super fort dès l'ouverture. La pochette pour ce panneau bleu est décrite dans les notes comme une illustration aux traits hyper fins. Un peu semblable à une gravure du 19e siècle. Ouais, plongé dans une encre bleue profond. L'image représente un navire ancien luttant contre des vagues massives au cœur d'une tempête électrique. Ce qui donne tout de suite le ton. Et la section musicale comprend 3 pistes. On a Bluet avec un tréma qui est une épopée dépassant les 16 minutes. Elle est suivie de In nomine Mechanicus et enfin Famini. Sur le plan de la conception sonore, ce triptyque bleu est solidement ancré autour de lignes de piano. C'est le piano qui mène la barque, si j'ose dire. Littéralement. Le piano agit comme la charpente du navire, il dicte le tempérament de cet océan musical. Les accords gonflent, s'écrasent, traduisant physiquement le mouvement de la houle à l'aide de ce fameux pinceau mental dont on parlait. Et d'ailleurs, il y a une anecdote concernant la chronologie de cette partie qui est révélatrice du processus. Celle sur le placement du morceau ? Oui, à l'origine, l'Océan bleu avait été conçu pour être la pièce centrale de l'album, le cœur du voyage, la transition. Mais au fil de l'enregistrement, l'œuvre a pris son autonomie. Elle a vécu sa propre vie. Carrément. Le créateur explique que la musique a littéralement exigé d'être placée en ouverture. L'Océan refusait d'être au milieu du disque. C'est fascinant quand la matière dicte les règles. C'est ouf. Je trouve ça génial que la musique ait dicté sa propre place. C'est un peu comme un personnage de roman qui refuse de mourir au chapitre 5 et qui force l'auteur à réécrire tout le bouquin, tu vois. C'est une super métaphore. Et ce déplacement modifie entièrement la narration de l'album. Placer l'océan au début prend un sens symbolique majeur, parce que l'océan, eh bien, ça représente la frontière absolue. La ligne de démarcation. Voilà, le bleu devient la transition violente entre la sécurité des rivages, connue, qui représente ici métaphoriquement la banlieue française, d'où l'artiste est originaire, et le danger du monde extérieur. Donc on part dans l'inconnu.
C'est l'expérience d'une tempête effroyable à laquelle l'équipage survit, menant à une contemplation silencieuse face à l'inconnu qui s'annonce. Et ce seuil franchi, le voyage quitte l'eau salée pour heurter le béton et l'asphalte d'un tout nouveau continent. Là, le choc culturel opère à fond. Ah ouais, la palette sonore bascule radicalement. Et le triptyque entre dans la couleur jaune. On change de monde. On passe du silence maritime aux foules écrasantes de Hong Kong et aux immenses zones industrielles de la Chine continentale. L'enregistrement s'est d'ailleurs déroulé sur place. Oui, au DRK Studios de Hong Kong. Et ça s'entend. L'environnement s'infiltre complètement dans les pistes. L'instrumentation subit une mutation immédiate, en fait. L'intégration d'instruments traditionnels asiatiques vient complètement fracturer les bases du rock progressif. Il y a quoi comme instrument du coup? On y trouve le yangqin, qui est un instrument à cordes frappées. Ça produit des notes métalliques très rapides et très résonantes. Ah oui, on l'entend très distinctement. Et il y a aussi le erhu, le célèbre violon à deux cordes. Sa sonorité est super glissante, ça ressemble souvent à un gémissement vocal humain. C'est très expressif. Exact. Et le contraste entre ces timbres acoustiques très anciens et la distorsion électrique derrière, ça crée un frottement hyper inconfortable, mais totalement voulu. Et le visuel suit cette logique. La pochette de cette section s'éloigne totalement des clichés d'un soleil radieux auquel on pourrait s'attendre avec le jaune. Ah non, là c'est pas la joie. Pas du tout. La gravure montre une caverne de flammes dorées et noires, une scène infernale, remplie de squelettes et de formes tourmentées qui basculent dans le vide. Ça annonce la couleur, sans jeu de mots. Ouais. Les 3 pistes qui soutiennent cette image s'intitulent Yellow, Nous et Sanguisement de Sonis. Des titres très forts. Et le thème émotionnel du jaune est d'ailleurs défini par l'artiste comme un basculement. Ça passe de la joie vers l'amertume. Il compare cette couleur à un serpent venimeux qui t'attire par une caresse réconfortante avant de te délivrer une morsure fatale. La brutalité de cette morsure s'illustre particulièrement dans le morceau Sanguis Monsonis. Ah, ce morceau est fou. La composition repose sur une boucle rythmique presque étouffante. Il y a des voix répétitives qui scandent en boucle les mots heat, heat, annoying. La chaleur agaçante. Voilà, l'atmosphère devient moite, saturée, oppressante au possible. Mais alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi l'artiste a choisi la couleur du soleil et de l'or pour représenter le poison, la fièvre et l'acide pathyline? Ça casse complètement les attentes habituelles de ceux qui écoutent, non? En fait, associer la couleur de la lumière à la toxicité, ça nécessite de regarder le contexte historique. La contradiction du jaune reflète vraiment la complexité de l'expérience de l'artiste en Asie. Le fameux choc culturel dont on parlait. Oui, mais le choc n'est pas qu'architectural, il est historique. D'un côté, tu as la splendeur géographique qui est indéniable, incarnée par les montagnes de Yangdanshan ou les chutes vertigineuses de Yuqing. Des paysages magnifiques. Mais de l'autre, il y a le poids écrasant de l'histoire humaine locale. Les tragédies impériales, les famines dévastatrices, et cette aliénation profonde de l'individu qui se sent complètement perdu au milieu de populations immenses. Le syndrome de la fourmi dans la mégalopole. Exactement. Le jaune, dans ce contexte, c'est pas la joie lumineuse. C'est une beauté qui submerge l'esprit jusqu'à l'écœurement. C'est un vertige face à une échelle humaine qui est juste incompréhensible. Waouh! Et ce venin asiatique finit par se propager. La fièvre est consumée, et cette intoxication mène inéluctablement au dernier chapitre de l'album. Le sang noircit. Et s'écoule dans le triptyque final, oui, le rouge. Et là, le son subit une ultime métamorphose, pour adopter les caractéristiques d'un genre bien spécifique, le doom. Pour le coup, le registre doom, c'est un sous-genre musical qui est conçu pour évoquer l'écrasement. C'est lent, non? Très lent. Les tempos ralentissent drastiquement, les guitares et les basses adoptent des accords hyper saturés, très très graves, ce qui crée une texture sonore boueuse, presque rampante. La musique traduit la sensation physique de traîner un poids insurmontable à travers un désert. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, l'illustration accompagnant ce final est logiquement post-apocalyptique. C'est un paysage dévasté, baigné dans une lumière rouge sanglant, recouvert de crânes et de restes humains. L'image d'un désert fatidique, sans échappatoire. Les morceaux de cette conclusion s'appellent Rouge, qui est d'ailleurs une piste massive dépassant les 19 minutes. 19 minutes? Ouais, un vrai voyage. Suivi de Hyperdrive et enfin Short Zetro. Mais l'élément technique le plus fascinant de cette descente aux enfers, je trouve, se trouve dans le mixage de la batterie. Ah oui, l'architecture rythmique du final, c'est brillant. Ça repose sur l'utilisation simultanée de 2 batteries panoramiques. Une de chaque côté de l'oreille. Voilà, elles sont séparées distinctement dans l'espace sonore, une à gauche, l'autre à droite. Et leurs identités sonores s'opposent radicalement. Comment ça?
La première batterie possède un son très sec, super concis, un peu typique du jazz classique. D'accord. Et la seconde offre une sonorité diamétralement opposée. C'est un son rock des années 70, très épais, très puissant et bourré de basses. C'est ouf. Tu sais, la superposition de ces deux percussions, ça ressemble un peu à l'écoute d'un dialogue interne à la fin d'une vie. Comment tu vois ça? La batterie jazz très mathématique et sèche, elle évoque la sagesse d'un esprit vieillissant. À l'opposé, la batterie rock, massive, plus grasse, elle réagit comme l'adolescent rebelle et bruyant qu'il était jadis. C'est une superbe lecture. On a l'impression que les deux parties de ce même esprit débattent en frappant les fûts pour construire un rythme de marche. Une marche funèbre qui n'a rien de résigné, mais qui est chargée de chaleur et de mémoire. Et tu as tout à fait raison, hein, parce que la dimension introspective de cette dualité trouve une résonance directe dans les notes de l'artiste. Il en parle. Oui. Le rouge est décrit comme une couleur pensive, très réflexive et remplie de paradoxes. Et c'est justement dans ce désert rouge que le projet révèle la source de son nom. Ah, l'origine d'Attaque. Exactement. Attack, c'est un hommage direct à l'album Attack du groupe Magma. Ce final de 19 minutes, il agit vraiment comme un monument élevé à ses pairs spirituels. Il cite des noms précis. Oui, il cite ouvertement Christian Vander, l'architecte de Magma, le virtuose de la batterie japonaise Tatsuya Yoshida, ainsi que le célèbre compositeur d'avant-garde John Zorn. Du très lourd. Et il y a aussi l'influence visuelle de H.R. Giger. Le maître du biomécanique cauchemardesque, le créateur d'Alien. Dans la vie privée de l'artiste, au point qu'il a nommé son propre fils HR2. Attends, vraiment HR2. Il a appelé son fils HR2. Pousser la révérence jusqu'à l'identité de sa propre descendance, ça montre l'intensité du lien. C'est clair que c'est pas fait à moitié, hein. Et la conclusion de ce triptyque rouge signe finalement une forme d'acceptation de cette généalogie. L'artiste admet évoluer dans l'ombre de ses idoles, mais il utilise cette ombre non pas comme un échec, mais vraiment comme une toile de fond pour construire sa propre apothéose majestueuse. Et quand on prend un peu de recul sur la cartographie complète de l'album, l'ambition du projet apparaît dans toute sa complexité. C'est vertigineux. Primari condense la mémoire, le trauma et l'apprentissage en seulement 9 morceaux. De la survie océanique dans le bleu à la morsure de l'aliénation urbaine asiatique dans le jaune, pour aboutir finalement à l'introspection lourde et distordue du désert rouge. Le grand cycle. Et l'illustration principale de l'album, la pochette finale, scelle ce parcours magistralement. Elle réunit les 3 panneaux verticaux des couleurs primaires et ils sont frappés en leur centre par un immense A majuscule blanc qui trône là comme un monolithe intemporel. Et tu sais, c'est pour ça que cette œuvre compte tellement aujourd'hui. Dans un environnement musical contemporain qui est complètement saturé par les algorithmes, où la structure des morceaux est calibrée à la seconde près pour retenir notre attention superficielle, cette analyse rappelle l'existence d'une approche radicalement différente. Une création brute. Ouais, il existe encore des œuvres motivées par un instinct pur, des œuvres où la synesthésie dicte les textures, où l'absence de solfège force l'invention et où la restriction technique, ces fameuses 16 pistes, génère la clarté plutôt que la frustration. C'est vraiment l'art de transformer ses propres limites physiques en un langage émotionnel direct. Une approche qui remet carrément en question la nécessité absolue de la perfection technique lorsque la démarche est viscéralement honnête. C'est beau ça. L'illusion d'une partition bien propre et mathématiquement parfaite s'efface complètement face à l'imprévisibilité de la réalité. Exactement. Ce qui, finalement, laisse l'esprit sur une dernière interrogation. On peut tous se poser la question si notre propre parcours de vie complet devait être traduit uniquement par 3 couleurs primaires et composé avec les simples limites physiques de notre moment présent, à quoi ressemblerait la bande-son de nos plus grandes tempêtes et de nos plus profondes désillusions humaines ? C'est une sacrée question. N'est-ce pas? L'intensité de l'expérience, tout comme les soubresauts du poule face à l'inconnu, prouve indéniablement que la réponse ne s'écrirait jamais dans un sage et répétitif 4-4.